Look at me. Bonjour à tous et bienvenue dans Vidéoform TV by Kinnick. Comme tous les jours à 12h30, on se retrouve pour justement faire le débrief du festival, mais également avoir plusieurs invités sur notre plateau. Et notamment, aujourd'hui, on commence avec Vincent Burger. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Vincent Burger, je suis artiste plasticien travaillant en région parisienne. Je travaille en vidéo, dessin et installation. Alors mon travail porte sur les univers de fiction et j'utilise de manière assez récurrente euh, l'imagerie digitale vernaculaire. C'est quelque chose qui revient comme un motif récurrent dans mon travail. Et voilà. Et justement, vous êtes ici à Vidéoform pour présenter un programme vidéo, enfin une vidéo qui s'appelle Paysage d'été. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'était une vidéo que j'ai réalisée il y a 1 an maintenant, à l'occasion d'une exposition. Elle tire son inspiration des films surnaturels qui se répandent des fois sur les réseaux sociaux, que j'ai pu observer notamment, où en fait, via des montages, on fait croire à un événement qui se passe en direct, un événement surnaturel. C'est quelque chose euh, qui est une sorte de arnaque digitale assez courante, mais qui m'a en fait inspiré pour réaliser ce film. Et ce film qui est un peu une sorte de film catastrophe, fait tourner caméra au point, mais où le catastrophe se lie au pictural. C'est ça, voilà, justement, le film est à la fois, enfin, c'est un mix entre le film catastrophe et la peinture. Tout à fait. Oui, 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 oui. Je me suis inspiré des représentations infernales qui sont un peu dans les esprits et dans les représentations, on va dire, inconscientes. Et mon idée était de représenter cette vision de l'enfer qu'on peut retrouver bien souvent, on va dire, en peinture, dans l'histoire de l'art, et de lui donner une forme, on va dire, cinématographique, sachant qu'il y a peu d'occurrences, on va dire, dans le cinéma contemporain, de représentations comme ça, de visions cataclysmiques, mais on va dire plutôt dans le registre infernal, type l'enfer de Dante. Et justement, en termes de travail, ça vous a demandé combien de temps pour réaliser ce film? Ça m'a demandé, dans mon souvenir, 2 mois. Et Seul ou vous avez collaboré avec d'autres personnes? oui, c'était un travail que j'ai effectué seul. C'est en fait un travail de collage vidéo. Et je monte à partir d'archives et que je transforme, que je colle un peu à la manière d'un collage papier, mais en vidéo, quoi. Et en termes d'archives, est-ce qu'il y a eu, enfin, je pense que vous avez eu quand même une quantité astronomique de Voilà, c'est vidéos ça. à. Oui, 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 de vidéos à recouper, à transformer. Et en fait, mon idée était vraiment de déformer mes sources totalement pour créer à chaque fois des nouveaux paysages et des nouvelles visions. Alors justement, Paysage d'été est diffusé en compétition dans le programme 5, Tout à ici à fait. Vidéoform. Est-ce que c'est le premier festival qui diffuse le film ou est-ce que vous avez eu d'autres diffusions? Oui, tout à fait. C'est le premier festival qui m'offre la possibilité de le diffuser. Donc je remercie Vidéoform de m'offrir cette chance. Donc pour le moment, aucun retour de public, rien du tout. Pour l'instant, non. Donc on voit que voilà, Paysage été sera Enfin, diffusé. je l'avais, excusez-moi, je l'avais, elle avait été tout de même diffusée à une exposition il y a 1 an. Et ça m'a permis de réaliser un clip par la suite pour les musiciens Basile 3 et Similigum, et qui est,
on va dire, la continuation de ce film d'une certaine manière. J'ai repris à peu près la même technique. Et donc voilà, il est disponible sur YouTube pour si les gens sont curieux de le voir. Du coup, la vidéo peut très bien être projetée, comme elle peut être aussi exposée. Oui, je préfère néanmoins le moment de projection, on va dire en salle, parce que c'est laisse plus de possibilités à l'immersion. Mais en tout cas, voilà, elle sera projetée dans le programme 5 de la compétition, c'est-à-dire demain à 10h45 à la salle Boris Vian. Et pour vous, justement, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Vidéoform? Oui, tout à fait. C'est la première fois. Et que peut symboliser du coup le festival Vidéoform pour vous? Des échos que vous avez pu avoir? Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est un festival qui met à l'honneur la création contemporaine expérimentale et je trouve que c'est une belle occasion de voir des films qu'on n'a pas l'occasion de souvent voir et je suis très curieux de la programmation. Et vous avez eu l'occasion justement de voir quelques œuvres, que ce Alors, soit en exposition ou en programme vidéo? oui, j'ai été à l'exposition à la chapelle de l'ancien hôpital hier, qui était très bien, et j'ai assisté au concert hier soir. Je me rappelle plus du nom des artistes, mais Alors, à la chapelle, je crois qu'il y a Agnès Guillaume, si je oui, dis pas tout de à fait. bêtises. Oui. J'ai beaucoup aimé sa pièce. Je crois que c'était Adam et Ève. Oui, tout à fait. En tout cas, merci à vous. Et de rien. Mais Merci. je vous remercie et puis à très bientôt. Merci en tout cas. Et je rappelle donc du coup le film Paysage d'été est en compétition dans le programme 5 et sera diffusé demain à partir de 10h45 à la salle Boris Vian. On va se retrouver avec du coup Saïd Kavar qui est bonjour, pile poil à temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Saïd Khavar Nejad. Je suis artiste d'art visuel et compositeur iranien, basé en France. Et il est aussi le directeur artistique de l'Institut SAFPEM en Afrique, et l'Europe et en Asie. Voilà. Donc vous êtes membre du jury pour Vidéoform. Oui. Mais dans un premier temps, on va déjà parler du focus qu'il y a eu hier sur notamment l'Iran et avec comme thème l'art, un langage sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, en général, c'est qu'on a choisi avec l'équipe de festival pour cette édition de festival, ça a été quand même lié pour créer une base interculturelle qui arrive d'ouvrir certaines portes vers l'Occident. Par exemple, on a choisi 3 différentes générations des artistes vidéastes iraniens depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Donc, et en général, on cherchait un thème pour présenter tout ça. Par exemple, pour ma conférence, moi, j'ai choisi un thème, les gemmes manipulées. Voilà, et après, comme le thème principal, c'était quand même, c'est que, comme vous avez dit, c'est le festival qui a choisi quand même un thème primordial pour cette année, juste pour présenter les artistes iraniens. Voilà. Et justement, quel est le travail pour des artistes expatriés en France? Voilà, est-ce que le travail est en termes de travail artistique? Alors, ça, c'est pas facile à répondre parce que les artistes iraniens, les vidéastes iraniens aujourd'hui sont très variés, comme les styles, comme l'âge, les générations, et techniquement, politiquement, historiquement, chacun y a une place assez importante qui fait un rôle important qu'on ne peut pas l'effacer assez facilement ou mettre à côté pour n'en pas parler. OK? Donc, c'est pour ça que quand vous regardez les productions des artistes iraniens, il faut quand même avoir, comme on dit, une idée assez large et vaste et un peu libre pour quand même laisser la place pour les artistes qui peuvent entrer dedans dans ce que vous allez faire. Donc, c'est que personnellement, en tant qu'un curator, en tant qu'un commissaire artistique, j'ai choisi, c'est franchement pas choisi qu'un thème ou peut-être qu'un point de vue ou peut-être un style très précis. Donc j'ai décidé d'aller un peu plus large et regarder un peu de lointain, de haut.
et pour bien visualiser et louper tout ce qui ça a été produit pendant ces dernières 2 décennies et de présenter d'une façon assez quand même, je peux vous dire, déjà l'artistique, ça pour moi c'était très important parce que on sait très bien des fois tout ce qui est en présence sont mêlés avec la politique, mais c'est un peu trop la politique qui parle, c'est pas l'art qui parle. Moi, j'ai choisi quand même des pièces qui ont aussi des valeurs artistiques, voilà, comme pièces, voilà, et aussi pour les artistes. Et directement en Iran, Alors, le côté artistique, comment il se développe? Oui, justement, ça c'est très positif, malgré tout ce qui se passe à travers les médias aujourd'hui contre l'Iran, pour l'Iran et contre l'Iran. Et donc, moi, je peux vous dire que je suis tellement, des fois choqué et provoqué des fois, et tellement aussi ravi et fier de tout ce qui passe aujourd'hui en Iran. Je regarde les générations avant moi, avec moi et après moi. Mais franchement, il y a un développement énorme dans les productions des artistes new media iraniens, y compris aussi pour la vidéo art iranien. Voilà. Alors justement, sur le festival, il y a 2 autres artistes iraniens. Justement. Il y a Golnaz. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, si vous voulez, tout ce qui se passe dans ce festival, dans cette édition, pour les artistes iraniens, c'est grâce à elle. Donc, il faut que je remercie infiniment. C'est elle qui a créé cette relation avec le festival. C'était très simple et sympa. On a se rencontrés. Comme ça, j'ai parlé beaucoup des artistes de l'Iran. Et elle connaissait, mais comme elle a déjà quitté le pays depuis à peu près 10 d'années, donc elle dit ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut développer cette idée? Si vous voulez, moi je peux reparler sur cette idée avec le directeur de festival, si on peut avoir une place pour les artistes iraniens. Donc, on va se baser sur un thème cette année, etc. Donc, tout simplement, l'idée principale, ça a été né comme ça. Et après, j'ai beaucoup apprécié son travail en tant qu'une artiste un peu pioneer. Voilà, c'est qu'elle fait comme de production, ça part de plusieurs choses. Que pour moi, dans le théâtre contemporain, c'est très important. C'est très important ce qu'elle fait. Elle a un monde, son propre monde, je peux vous dire, que c'est tellement intelligent. Mais c'est pas, comme vous dites en français, excusez-moi, c'est pas des fumistes. Voilà, c'est franchement quelqu'un qui connaît très bien son travail, philosophiquement, artistiquement, techniquement, et aussi ça parallélise bien aussi le temps. C'est qu'elle crée. Et donc, c'est pour ça que je cherche les gens comme ça pour créer des relations. Aussi, il y a comment on dit, une approche de développer l'art iranien dans le monde. Voilà, c'est ça que ça m'intéresse aussi, grâce aux artistes comme ça. Voilà. Et il y a également Nigzad Arashabi. Justement, et un ami des années qui maintenant il est basé en Hollande, dans le Pays-Bas. Donc, c'est lui aussi. Voilà, il faut beaucoup parler de son travail. C'est quelqu'un très, très valable aujourd'hui dans le monde et il fait des activités très, très, dans le sens académique important, dans le sens artistique important. Il fait des recherches. Par exemple, si vous allez connaître un petit peu les médias, l'art iranien dans le pays, vous comprenez très bien tout de suite, que ça nous manque un peu trop les contenus textuels et les contenus visuels et les contenus en général dans les domaines social media. Les gens, des artistes comme lui, qui sont là pour présenter l'art, leur production avec plein de contenus textuels, philosophiques et aussi avec de bonnes productions artistiquement. À mon avis, c'est un besoin aujourd'hui pour l'art néo-média iranien. Il faut qu'on le regarde, c'est comme quelqu'un qui a une place importante aujourd'hui pour l'art iranien en général, je veux dire. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien exprimé? Si, très bien. Ouais, mais excusez-moi, pour la langue, c'est un plaisir de parler en français. Ouais. Pas de souci. Et du coup, vous êtes aussi membre du jury pour cette édition du festival de Vidéoform. Oui.
En gros, en quoi consiste votre rôle? Alors, j'ai beaucoup aimé la manière de penser en général sur les œuvres dans ce festival-là. Il y a une liberté peut-être dans plusieurs parts aujourd'hui, ça n'existe pas. Chez les festivals surtout, parce que moi, je l'appelle ça des productions festivalées. C'est-à-dire chaque festival, il y a un regard assez précis, il y a une hypothèse, il y a tout ça. Mais peut-être que j'exagère, mais on voit ça quand même. Donc ici, euh, en général, je vois qu'il y a une liberté quand même pour la décision, au moins chez les jurys. On sait très bien que, par exemple, un court-métrage, c'est difficile de la présenter dans un festival de vidéo-art, l'art générique. Mais par contre, si c'est un bon travail, eux, ils le regardent. Ça, c'est important. Mais les cartons animés en animation, c'est pas ici qu'il faut présenter. Mais par contre, si c'est un bon travail, on le regarde. C'est-à-dire que même les artistes très variés, ils ont toujours au moins une chance pour être vus par une équipe professionnelle et un peu mondiale. Ça, pour moi, c'était déjà en base très, très important. Mais à la suite, on a eu de très bons rapports entre nous, les trois jurys. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris des choses parce que chacun vient de chaque côté du monde. On se réunit ici en France. Mais c'était franchement super pour moi. Je remercie beaucoup Gabriel pour nous laisser cette place cette année. Voilà. Alors, sans rien dévoiler, est-ce que justement la sélection a été difficile de se mettre d'accord entre membres du jury? En général, c'est très simple, oui. Mais par contre, ça n'a été pas très facile comme ça. Parce que, et heureusement, je vous réponds comme ça. Si chacun, avant de venir ici, a déjà recherché dans le monde, a déjà pas mal eu des œuvres aujourd'hui, si on se réunit avec ce genre des équipes ensemble, le travail, ça ne sera pas quelque chose de difficile parce que tout le monde a déjà, comme on dit, une pensée assez claire sur l'art contemporain, sur New Media, sur tout ça. Même avec des calages, comme on dit, les changements des générations, ça ne change rien parce qu'on se développe dans le monde. Donc, mentalement, je veux dire. Voilà, donc, comme je vous dis, moi, j'ai beaucoup appris. Des fois, j'ai adoré une œuvre. J'ai compris que chez les autres, peut-être pour les mentions, mais pas pour le prix. Mais des fois, ça me choquait. J'ai rien dit par contre. J'ai dit, peut-être qu'il y a quelque chose que moi, je ne le connais pas. Mais des fois, on était tout le monde d'accord. Des fois, tout ça a été arrivé pour quelqu'un d'autre. Il disait, je n'aime pas. Tout le monde a adoré ça. Vous comprenez? Donc ça, c'était très positif, notre rapport, je pense. Voilà. Un peu constructif aussi. Voilà. Alors, je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais que doit contenir une œuvre pour qu'elle soit... Vous voulez que je cite le nom, par exemple, ou je parle Non, en général, j'ai envie de dire en général. Sur les œuvres, en général, d'ici au festival. Ouais. Alors, c'est vrai que les artistes qui participaient ont été très variés, très variés. Mais j'ai beaucoup apprécié tout ce qui, par exemple, ça passe aujourd'hui en France et en Allemagne. C'était un peu peut-être ancien, comme les styles, et toutes les techniques et tout ça. Mais par contre, en général, la qualité des œuvres, ça a été très, très professionnel des fois. On avait deux, trois que franchement, il n'y a pas de niveau, à mon avis, d'un festival. Mais en général, en milieu de trentaine, quarantaine des œuvres, mais je peux vous dire que le niveau qualitatif et le niveau artistique des œuvres, ça m'a touché beaucoup aussi. Ça, je le trouvais aussi positif. Voilà. Ben merci en tout cas. Merci à vous. Alors je rappelle que du coup, le palmarès du festival sera dévoilé demain soir. Merci. Merci à vous. Alors on va enchaîner avec maintenant notre prochain invité, qui est Guan Liu. Il arrive. Et donc, il est là, c'est un réalisateur de la compétition vidéo et il présente un film qui s'appelle Very, Very Tremendously. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Very, very tremendous. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques mots? En
quelques mots, je vais essayer. En fait, c'est un projet assez particulier. L'idée de ce projet vient du moment en fait où le deuxième confinement en France. Je ne pourrais pas trop travailler à l'époque. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un bon moment pour lancer une recherche que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est que la représentation de la Chine dans les jeux vidéo occidentaux. Et après, je suis tombé sur ce jeu, Battlefield 4, qui est un jeu américain qui est sorti en 2013. En fait, dans le jeu, les Américains ont imaginé un coup d'État en Chine continentale, à Shanghai. Et l'histoire s'est passée en 2020. Et moi, j'ai découvert ce jeu la fin de l'année 2020. Je trouve qu'à ce moment-là, le virtuel et le réel se rencontrent à ce moment très précis. Et du coup, j'ai eu envie de faire un film pour, répondre à la réalité. En fait, les modèles, c'était un film qui a utilisé beaucoup de 3D. Les modèles 3D des déchets, en fait, c'est ce que j'ai volé de ce jeu Battlefield 4. Et voilà, c'est un peu un contexte de ce film, mais voilà. Le jeu, vous l'avez découvert vraiment par hasard ou c'était en faisant des recherches? Ouais, c'est en faisant cette recherche, voilà, parce que eux, ils ont imaginé un coup d'État à Shanghai. Du coup, je suis allé jouer le jeu. En fait, il y a plein de choses. Ils ont imaginé, en fait. C'était pas une reproduction de la réalité. Puis, ils ont plutôt imaginé un Shanghai qui est assez différent que la vraie Shanghai. Et je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Et donc, voilà, j'ai eu l'idée de voler. Par exemple, à l'époque, vers la fin de 2021, il y a encore Trump qui était en train de concourir à l'élection présidentielle. Et lui, il a lancé une série d'actions pour serrer encore la vis à la Chine, en déclarant que la Chine a pu voler plein de choses des États-Unis. Et moi, je un peu reproduit la même geste que ça. J'ai volé encore des modèles 3D de ce jeu, voilà, pour faire ce film. Ouais. Et ça vous a demandé combien de temps de travail, combien d'heures de travail à peu près? En tout, le projet a duré 6 mois. C'était déjà très court pour moi, parce que souvent, pour faire un court-métrage, ça peut durer 1 ou 2 ans. Mais ce film, y compris la recherche, ça durait 6 mois. Et la vraie production, ça durait 2 mois, en fait. Ouais, parce que moi, à la base, je suis aussi graphiste 3D. Du coup, c'est moi qui a fait l'animation et qui a collectionné des fonds de footage sur Internet aussi, parce que c'est un film qui combinait un peu l'animation 3D et les fonds de footage. Donc voilà, ça m'a pris en tout 6 mois à peu près. Et vous avez travaillé tout seul ou est-ce que vous avez collaboré avec d'autres personnes? Ouais, l'aspect visuel, je travaillais plutôt tout seul. Mais pour le son, pour la musique, ouais, c'était un ami, c'était 2 amis compositeurs qui l'ont m'aidé à réaliser tout ça. Ouais. Et est-ce que c'est la première fois que le film est diffusé dans un festival ou est-ce qu'il a... En fait, j'avais fait présenter ce projet d'abord pour une exposition. Et après, j'ai participé à un petit festival à Beijing. J'ai vu des très bons retours et je me suis dit, ça pourrait peut-être marcher au festival et je commençais à envoyer. En fait, la semaine dernière, ça a été projeté au cinéma du Réel, pas en compétition, dans le programme Première Fenêtre. Du coup, là c'était censé être la première française, mais ça a été projeté au cinéma du Réel. Ouais. Et du coup, vous, de votre côté, vous préférez que la vidéo soit utilisée pour de la projection ou plus pour de l'exposition? Je pense que les deux. J'essayais de créer quelque chose qui va dans les conditions différentes. Je pense que là, par exemple, la vidéo est aussi présentée dans une galerie à Beijing, mais je n'ai pas l'occasion d'aller faire l'installation, par exemple, moi-même. Du coup, c'était juste une projection aussi. Si j'aurais l'occasion, j'aimerais bien faire une installation vidéo avec ça, en fait. Et le fait justement de l'exposer à travers une installation vidéo, ça permet aussi de faire vivre l'œuvre encore plus longtemps et parfois peut-être de la remodeler. Ouais. Et ça sera différent sûrement quand il crée une vraie relation avec l'espace, avec le spectateur dans le white box. Et c'est différent qu'une projection dans une salle de cinéma, quoi. Ouais, moi, j'ai une petite préférence de présenter ce travail dans un espace d'exposition, en fait. Ouais. Mais bien sûr, j'aime bien les festivals, mais c'est différent pour moi. Ouais, parce que j'ai plutôt eu une formation d'art contemporain. Du coup, c'est plus ma pratique d'aller travailler avec l'espace, en fait. Ouais. Et est-ce que justement vous avez eu l'occasion de voir alors, soit d'autres projections d'artistes ici à Vidéoforme ou de serait-ce d'autres des expositions? Là, je viens d'arriver hier soir. J'ai eu donc l'occasion de découvrir le concert
concert performance d'hier, c'était vraiment cool pour moi. Ouais. Là, je pense que aujourd'hui, je vais essayer de faire tout le tour du festival. Ça a l'air d'avoir vraiment un super programme. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de découvrir. Ouais. C'est la première fois que vous venez à Vidéoforme? Oui, tout à fait. Ouais. Et que peut symboliser du coup pour vous des échos que vous avez pu avoir un festival comme Vidéoforme? J'ai pas compris la question. En fait, Vidéoforme peut symboliser quoi pour vous avec les échos que vous avez pu avoir? Je sais pas. J'ai jamais réfléchi à ça, mais je trouve que c'est. Là, j'ai entendu parler de Vidéoforme depuis quelques années. J'ai des amis qui sont passés par là, qui m'ont donné des super bons retours. Du coup, je crois que ça m'a donné envie aussi de venir présenter mon travail. Du coup, je suis très content de pouvoir faire ça ici. Et je pense que ça correspond bien à mon champ de recherche et de pratique. Ça veut dire l'art numérique et l'image en mouvement. Du coup, voilà, je pense que qu'est-ce que ça symbolise? Je sais pas encore. On verra, peut-être. Bon, en tout cas, merci à vous. Et je rappelle que du coup, votre film est en compétition dans le programme 8 qui sera diffusé demain à 16h à la salle Boris Vian. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Et on va enchaîner avec notre invité suivant qui est Rizlen Boukela, qui est ici par rapport à un film également qui est en compétition qui s'appelle 31 Appel masqué. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors moi c'est Rizlen Boukaila, je suis réalisatrice et plasticienne ou artiste multimédia. Donc je présente au Vidéoforme cette année Dièse 31 Dièse Appel masqué, film que j'ai réalisé donc l'année dernière dans le cadre de ma résidence au Frénois en Algérie, que j'ai post-produit donc au sein du Frénois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de ce film? Écoutez, c'est un film qui vient il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je dis toujours et avant tout, et au-delà de tout l'aspect expérimental que j'ai essayé de développer à l'intérieur, mais aussi de cette question liée aux technologies obsolètes comme le taxiphone, c'est un film qui reste un acte militant pour moi et surtout pour le performeur qui a bien voulu jouer dans le film. Enfin, il a été entre le jeu et la performance. Et du coup, c'est vraiment un film qui se situe à mi-chemin entre de la fiction, du documentaire, de l'installation aussi, de l'installation sonore à la fois. Alors justement, vous venez de dire que pour vous c'est un acte militant. Pourquoi avez-vous voulu prendre cette approche dans ce film-là? Alors moi, dans ma démarche artistique tend justement vers une approche militante. Évidemment, j'explore différents matériaux. Mais c'est-à-dire que ma pratique plastique tend vers des formes de militantisme. Pourquoi? Parce que je pars toujours de cette base où il y a certaines choses qui me tiennent à cœur, dont j'ai envie de parler, où j'essaie d'explorer justement la question des libertés individuelles ou même encore les formes subversives. Enfin, il y a un livre qui m'a beaucoup touchée dans mes recherches, qui est le livre de Judith Butler sur Troubled Gender aussi. Et du coup, c'est aussi la question de la place des identités, où est-ce qu'elles se situent, quelle place elles prennent. Et du coup, c'est à travers justement toutes ces questions de base, tous ces fondements que je vais par la suite créer des œuvres. Et vous avez travaillé sur ce film, ça vous a demandé combien de temps? Alors, entre l'écriture et la réalisation, ça m'a demandé 8 mois à peu près. 8 mois, 9 mois. C'était très long parce que au départ, il s'agissait plus d'un documentaire et je voulais partir d'une base très documentaire, qu'il n'y ait pas une construction fictive autour du film. Mais au final, les choses ont changé, ont évolué, et toutes les difficultés qui sont présentées à moi ont fait que du coup le film s'est aussi transcendé, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, et ce qui a donné le film d'aujourd'hui. J'ai passé plusieurs mois d'écriture et 3 mois de préparation pour pouvoir rentrer en Algérie, pour pouvoir le tourner, rencontrer mon performeur, trouver mes décors, travailler justement sur cette question du taxiphone. Et enfin tout le film justement, le taxiphone, c'est vraiment
ce lieu de télécommunication anonyme qui a construit mon film, quoi. Et vous avez travaillé toute seule ou est-ce que vous avez collaboré avec d'autres personnes? Alors j'avais une équipe. J'ai bossé avec une équipe de tournage en Algérie. J'ai bossé avec une coproduction qui s'appelle Alpha Tango Studio et qui du coup m'a suivi. J'ai bossé avec surtout un super chef opérateur qui s'appelle Hamoudi Taïb Lagoun, qui est un maître de l'image et qui m'a vraiment beaucoup aidé en tout cas pour ce qui est du découpage technique, de comment je pouvais appréhender mes plans, mes lumières aussi. Et on a beaucoup échangé, en tout cas tout le long de la prépa du film, mais surtout vers la fin et pendant le moment du tournage. Plein d'idées ont fusé. Et il a été super à l'écoute et on a réussi à mettre les choses en place, quoi. Alors, on a vu avec d'autres réalisateurs, ils ont des films qui sont projetés, mais le film a pu être aussi être utilisé pour des expositions. Est-ce que ça peut être le cas du vôtre? C'est une vraie question, parce que du coup, mon film est aussi projeté dans une exposition collective à Paris pour le 5 avril. Et alors oui, peut-être exposé dans une salle d'exposition, mais je le considère plus comme comment dire, vous savez, c'est un film qui doit aussi exister dans certains formats et aussi certains formats d'écoute. Et donc c'est assez important pour moi qu'il soit projeté assez grand et que ce soit avec un casque ou plus un système son 5 points comme dans un cinéma, quoi. Mais présenté sur un écran de télévision dans une salle d'exposition, non, sûrement pas. Alors, soit un écran télé ou soit sous forme d'installation. Alors installation, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai eu l'occasion au mois de janvier de présenter ce film et de présenter une extension du film, donc une installation en lien et en dialogue avec le film qui est plus une installation sonore et sculpturale. Mais effectivement, la manière dont j'ai présenté les deux était séparée. Donc il y avait l'installation d'un côté et le film était en bas dans une pièce noire avec un espèce de format 16/9, avec un casque aussi. Enfin, oui, peut-être exposé dans un espace d'expo, mais avec certaines conditions, du coup. Des conditions, et en plus, ça permettrait aussi peut-être de le remodeler, de le faire vivre encore plus longtemps. Carrément, ouais, absolument. Moi, je suis ouverte à cette idée, en effet. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez vu d'autres projections ici à Vidéoforme ou même ne serait-ce des expositions? Alors, c'est la première fois que je viens à Vidéoforme. Je connaissais pas du tout. Enfin, si, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion. J'ai été surprise d'ailleurs de ma sélection et ravie. Mais je viens d'arriver ce matin, du coup j'ai pas encore vu les choses et j'ai vu là tout à l'heure justement les films en réalité virtuelle qui étaient assez chouettes. J'ai hâte d'aller découvrir aussi toute la programmation des autres installations qui ont eu lieu, du coup qui étaient présentées les jours précédents, il me semble. Et ouais, j'ai hâte de découvrir votre programmation, quoi. Et justement, la réalité virtuelle, est-ce que c'est un univers qui peut vous attirer pour un futur projet? Alors la réalité virtuelle, ça m'intéresse, mais je reste encore un peu sceptique à l'idée de faire un film ou de faire quelque chose en réalité virtuelle, parce que je me pose beaucoup sur ces conditions d'espace, vous savez, parce que en effet, quand on est en réalité virtuelle, on rentre dans un espace, mais notre corps est dans un autre espace encore, et on est très vite dérouté de l'autre espace. Et je suis en train de réfléchir depuis plusieurs mois à un projet justement qui puisse peut-être combiner les deux ou réconcilier les deux, quoi. Parce que quand on est à l'intérieur du casque, on y perd un peu nos repères à l'extérieur, et j'aimerais bien retrouver les repères ou faire en sorte que certains des repères extérieurs puissent impacter sur des visions, sur le film, sur un futur film en réalité virtuelle. Mais j'y pense, ouais. Essayer de créer une immersion encore plus interactive. Ouais, c'est ça, créer une immersion tout en proposant de la sculpture, de l'interaction, de la réelle interaction aussi physique. Parce qu'en effet, on parle de réalité virtuelle, et j'adore l'idée de la virtualité, même dans Dies 31D, c'est ce que j'ai essayé d'explorer quelque part par rapport à ces histoires d'espace,
et où est-ce que la liberté d'expression se situe, parce qu'elle se situe dans un espace aussi virtuel qui est à l'intérieur d'un combiné téléphonique. Mais proposer une installation, en effet, entre le virtuel et le réel et le palpable serait envisageable, je pense, dans quelques temps. À trouver maintenant des financements, etc., quoi. Du coup, je rappelle que votre film est en compétition dans le programme 6 qui sera diffusé demain à 13h à la salle Boris Vian. C'est la première fois qu'il est sélectionné dans un festival? Non, il a déjà été sélectionné auparavant au 25 FPS à Zagreb, en Croatie, où ça a été ma première là-bas. C'est très émouvant, d'ailleurs, le jour où j'ai su qu'il allait être projeté pour la première fois aussi en festival. Ma deuxième sélection aussi était à Paris last week-end, ces derniers jours, j'ai plus notion du temps, au FIF, donc le Festival international des films de femmes, c'est des festivals qui sont assez différents quand même, je trouve, entre Vidéoform et le FIF, parce que c'est des approches qui sont différentes, et je suis très heureuse de pouvoir présenter le film dans différentes programmations, dans différentes approches, et voilà, c'est cool. Et les retours que vous avez pu avoir à la fois du public, mais aussi des différents festivals? J'ai appris hier que j'avais eu une mention spéciale du jury, mais je sais pas trop, j'ai pas plus d'infos, mais voilà, donc je crois que ça a plu. Je crois que ça s'est bien passé. J'ai eu des retours assez incroyables et très touchants, et des échanges aussi qui étaient très riches. Ça fait toujours, je pense, vraiment très plaisir pour un artiste ou un réalisateur de pouvoir présenter son travail et de pouvoir créer un dialogue autour, quoi. Et en parallèle, est-ce que vous avez d'autres projets qui soient en cours ou en préparation? Oui, alors en ce moment, je suis en train de réaliser mon deuxième projet pour le Frénois, qui serait une installation immersive et filmique à la fois. Et je suis en plein de post-production en ce moment. C'est un film qui va justement déconstruire l'idée de la VR, mais se baser sur l'idée de la VR, mais pas tellement. Enfin, ce serait un film qui proposerait une fausse VR, voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Alors je rappelle du coup que le film est à retrouver en compétition dans le programme 6 qui sera diffusé demain à 13h à la salle Boris Vian. Alors en attendant notre prochain invité, on va parler du programme. Alors actuellement, il y a la projection du programme 2 à la salle Boris Vian. À partir de 14h30, on aura le troisième programme qui sera aussi projeté dans la même salle. Ensuite, le programme 4 débutera à 16h. À 18h, on aura aussi la projection de Mémoire de la télévision d'Alain Bourges, qu'on va retrouver d'ici quelques minutes et qui sera projetée cette fois à la salle Lumière du Crous. Et à 20h30, on aura la performance audiovisuelle de l'URLEC qui s'intitule Lux Spectrice à la salle Boris Vian. Demain, à partir de 9h30, et comme tous les jours, il y aura l'espace réalité virtuelle jusqu'à 18h. Ensuite, on enchaîne à 10h45 avec le programme 5 à la salle Boris Vian. Et nous, on se retrouvera à 12h30 pour la quotidienne et la dernière du festival. Et du coup, maintenant, on va pas tarder à retrouver Alain Bourges. En attendant, on va mettre un petit spot de pub.
Retrouve dans Vidéoforme TV by Kinnick et on a le plaisir de recevoir Philippe Franck. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis directeur de Transculture, qui est un centre d'écriture numérique et sonore à La Louvière en Belgique. Et d'autre part, je dirige aussi un réseau de mobilité pour les arts contemporains qui s'appelle les Pépinières européennes de création, qui est basé à Paris, mais qui rayonne dans beaucoup de pays. Et je suis aussi artiste sonore. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Transculture? Donc, Transculture, quelque part, il y a une certaine similarité avec Vidéoforme parce qu'on est né en 96 en Belgique, au moment où dans ce pays de croisement et d'hybridité interculturelle et intermédiatique, il n'y avait pas vraiment de structure qui s'occupait de ça, donc des arts électroniques, comme on disait à l'époque. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Transculture avec deux festivals, un festival des arts sonores qui s'appelle City Sonic et une biennale pour les arts numériques et les cultures numériques avec une spécificité axée sur les émergences numériques qui s'appelle Transnumérique. Puis on fait aussi des résidences, des échanges internationaux, des publications, etc. Et d'autre part, les Pépinières européennes de création, qui est une autre structure, qui est en fait un réseau qui s'appelait avant Pépinières européennes pour jeunes artistes et qui s'occupe de mobilité, d'échange, de coproduction, de codiffusion pour les jeunes artistes, plutôt artistes émergents contemporains, mais nous, on les prend dans leur hybridité toujours, avec des échanges entre la France, la Belgique, le Canada, la Roumanie, tout un réseau international pour aussi les professionnaliser et dans une culture du coproduction, co-réflexion, codiffusion, comédiation également. Justement, les arts numériques en Belgique, est-ce qu'ils sont un peu plus évolués qu'en France ou est-ce que c'est pareil? Je crois que chaque pays a sa spécificité, mais comme je disais tout à l'heure, la Belgique a quand même une grande tradition à la fois de surréalité et d'hybridité. Et donc, ce mélange des arts est assez, cette mixité à tout niveau, aussi au niveau culturel, parce que, par exemple, Bruxelles est très cosmopolite. On a aussi la différence des langues, qui est plutôt une richesse. Et donc, je pense qu'en Belgique, il y a un terrain assez naturel là-dessus. Maintenant, il y a ce côté aussi très internationaliste qu'il y a dans les arts numériques et dans les cultures numériques en général. C'est toujours à partir d'une base qu'on fait des échanges de compétences. On travaille beaucoup aussi sur la relation art-sciences avec des universités, mais ça peut être aussi bien l'université de Mons en Belgique ou Louvain-la-Neuve que Paris 8 avec qui on a des échanges en France, qui est très performant sur tout le côté hypermédia. Et donc, c'est ce côté trait d'union, je pense que c'est quelque chose qui caractérise Transculture et sans doute aussi le réseau des Pépinières, mais qui peut-être en Belgique est peut-être un peu plus naturel. Peut-être qu'on est un peu moins cloisonné, encore trop, mais un peu moins hiérarchisé aussi. Il y a un côté plus accessible aussi peut-être en général aux personnes des secteurs culturels. Et donc, je crois que ça favorise aussi cette culture de l'échange auquel je crois depuis les années 90, même si aujourd'hui, il faut se battre pour ça. Et cette culture aussi de la diversité, mais en reconnaissant nos singularités. Moi, j'aime bien parler des singularités plurielles. Et on cherche des artistes singuliers, des projets singuliers, pas qui sont dans un conformisme ambiant, qui est aussi parfois au goût du jour dans les industries culturelles et créatives ou même les cultures numériques. Donc, on cherche finalement quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre du poétique ou de l'engager différemment, d'un regard sur la société, parce que l'art pour l'art, aujourd'hui, ça ne suffit plus non plus, mais qui est un regard impliqué, mais qui assume sa différence. Et pour vous, quel est le futur en fait des arts numériques? On peut le voir là par exemple à Vidéoforme. Depuis quelques années, on a l'apparition d'un espace VR. Voilà, quel est le futur pour vous? Alors, je trouve que la VR est très importante. On travaille aussi d'ailleurs beaucoup avec Paris 8 et l'Université de Savoie et des chercheurs artistes là-dessus aussi, et que ça tourne d'ailleurs de mieux en mieux. Mais pour moi, ce sont des nouvelles dimensions intéressantes, également l'intelligence artificielle, tout en toujours regardant à la fois cet esprit critique, de ne pas tomber dans une espèce de novlangue de l'innovation, où tout est mieux forcément, et tout aurait été créé maintenant en se détournant d'une trajectoire transhistorique qui est bien là aussi jusqu'aux cultures numériques et même la VR. Et d'autre part aussi en regardant toujours de manière un peu décalée, de manière singulière, poétique, comme j'ai dit tout à l'heure, et toujours en essayant de faire des liens. Donc je crois qu'il y a une grande diversité maintenant des genres dans les cultures, dans les arts numériques. Et c'est très bien, c'est heureux. De plus, le numérique devient de plus en plus intégré dans les arts contemporains, par exemple, dans différents champs artistiques. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'art quelque part post-numérique. Et donc, on a intégré ce numérique. Ça fait partie de notre société, ça fait partie de notre culture,
comment est-ce qu'on réfléchit dessus, comment est-ce qu'on réfléchit sur ces pratiques-là, tout en reconnaissant la particularité, la singularité, la diversité, la pluralité et le côté un peu insolent, qui est très important aussi, d'autant plus aujourd'hui, et libertaire des formes artistiques, non seulement d'aujourd'hui, mais du futur proche et de demain. Alors justement, on a eu plusieurs réalisateurs qui proposent des films en projection et qui nous ont dit que leurs films étaient aussi exposés dans des salles. Est-ce que justement le fait d'exposer un film sous forme d'installation, etc., ça permet de donner une sorte de vie illimitée à l'œuvre tout en pouvant la remodeler? Je pense que maintenant, il y a différentes modalités d'espace-temps finalement. Et donc, par exemple, pendant le confinement, on a lancé un programme avec Transculture et les pépinières urbaines qui s'appelle No Lockdown Art, où on diffusait et on aidait et on donnait une plateforme de visibilité à travers le web notamment, mais pas que, à des œuvres tantôt vidéo, intermédiatiques, numériques, sonores également. Et donc, quelque part, il y a une plateforme, il y a différents types de plateformes possibles de visibilité et de canaux de diffusion finalement via le web, mais ça n'interdit pas non plus d'avoir ce rapport vers le physique, le présentiel bien tangible, qui revient heureusement maintenant et qui s'enrichit quelque part aussi du virtuel. Ce rapport réel-virtuel, cette dichotomie-là, fait maintenant partie d'une même actualité. Hein, comme disait Deleuze, on ne dit pas réalité, qu'est-ce qui s'actualise finalement. Et donc, je pense qu'il y a différents types d'espace-temps, différents types de plateformes, différents types de jeux de diffusion, de circulation entre ces formes. Et ça, c'est une richesse justement du numérique aujourd'hui. Bien sûr, ça n'interdit pas du tout, encore une fois, qu'on privilégie un contact le plus direct possible et qu'on essaye aussi que toutes ces formes soient complémentaires mais ne se doublent pas. Et que représente pour vous un festival comme Vidéoform? Alors, Vidéoform, pour moi, c'est déjà une mémoire parce que c'est un festival qui date de quelques années. C'est vraiment un festival de référence au début sur l'art vidéo que j'aime toujours beaucoup. Je l'ai pratiqué moi-même en tant qu'artiste ou compositeur qui travaille avec des vidéastes. Et puis j'en fais aussi en partie moi-même. On a joué ici avec mon duo pastoral avec Christophe Bayot. C'était une performance audio-vidéo. Donc pour moi, c'est intégré. Maintenant que Vidéoform passe de l'art ou des arts vidéo vers les arts numériques, ça me semble assez logique aussi. Parce que la vidéo est intégrée, je pense que, comme disait McLuhan, les nouveaux médias intègrent les anciens et ne les suppriment pas nécessairement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette qualité émergente? Qu'est-ce qui se passe dans ces nouveaux langages pratiques? Je pense que Vidéoform questionne ça, est une merveilleuse plateforme tant pour les jeunes artistes que les artistes internationaux aussi. J'ai eu la chance de proposer ici des sélections vidéo, j'étais dans le jury. J'ai vu qu'il y a vraiment une créativité permanente et très internationale. J'étais ravi hier de voir par exemple une sélection de vidéos iraniennes de très grande qualité et des témoignages d'artistes et de curateurs iraniens. Voilà, je pense que Vidéoform, c'est ça aussi, c'est ce genre de rencontre, mais une rencontre de proximité. Après, on va boire un verre ensemble, on est dans l'after ensemble, et peut-être après, on va travailler ensemble. Donc ça c'est bien du présentiel, du sensoriel, du tactile. C'est ça aussi qui permet la convivialité alliée à la créativité, la qualité et l'historicité de Vidéoform. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. C'était donc du coup Philippe Franck. Merci. Du coup, avant de terminer, je vous rappelle le programme de la journée. Donc à partir de 14h30, on aura le programme 3 à la salle Boris Vian, suivi du programme 4 toujours dans la même salle à 16h. Ensuite, à 18h, la projection de Mémoire de la télévision d'Alain Bourges. À 20h30, on aura enfin la performance audiovisuelle de Lurilec avec Lux Spectrice à la salle Boris Vian. À partir de 9h30 demain, on aura la réalité virtuelle jusqu'à 18h comme tous les jours. Le programme 6 de la projection du compétition aura lieu à la salle Boris Vian à partir de 10h45. Et nous, on se retrouvera pour la dernière quotidienne à 12h30. Voilà, bonne journée et à demain. Look at me.